Vous m'aviez... Le titre exact, c'était sur l'examen, en fait, l'examen clinique. J'ai un tout petit peu modifié le titre, et ça va tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient de voir. Vous avez vu le nombre de fois où notre collègue a prononcé le mot phénotype. En fait, l'idéal, c'est d'avoir un phénotype clinique et un phénotype cellulaire si on veut avoir une thérapie ciblée, et de mettre en connexion ces deux choses. Donc je vais vous parler de phénotypage de la lombalgie. Tout d'abord, il y a une chose qui est très importante, c'est cette notion de anglais ou américain. En Angleterre, il y a 350 rhumatologues. En France, il y en a, je ne sais pas, 2000. Des rééducateurs, en France, il y en a 2700 aussi. Il y en a très peu dans les pays anglo-saxons. En fait, la lombalgie, elle est prise en charge soit par le généraliste, soit par le médecin, le chirurgien orthopédiste. Il n'y a absolument pas de réflexion médicale entre les deux. C'est ce qui fait toute notre différence, je pense. C'est culturel. Et donc ça, c'est l'approche anglo-saxonne. Donc ça vient de Annals of Internal Medicine. Annals of Internal Medicine, c'est le journal qui donne en fait les papiers qui vont modifier la pratique clinique des médecins américains. Et pour eux, la lombalgie, c'est quoi ? En fait, il y a trois choses. Soit on a une lombalgie, ils appellent non spécifique. Soit on a... Donc ça, c'est la première catégorie de patients. La deuxième, c'est la lombalgie secondaire. Bon, on la connaît tous. C'est dans le cadre d'une spondylarthrite, dans le cadre d'un myélome, d'une spondylodicite, de tassements vertébraux. Et le troisième, c'est le groupe où ils disent qu'il y a une radiculopathie associée qui est liée soit à une atteinte discale, soit à un canal lombaire rétréci. Il n'y a absolument rien d'autre pour eux que ça. Et nous, on pense qu'on se doit d'être quand même beaucoup plus précis dans le phénotypage des patients. Juste pour vous montrer, ça c'était une diapo que certains doivent connaître, une diapo de Michel Revel. Et donc vous voyez que lui, sa stratégie, alors là c'est devant une sciatique, vous voyez, sa stratégie, elle est quand même un petit peu plus compliquée que de savoir si c'est spécifique ou non spécifique et de savoir s'il y a une hernie discale ou un canal lombaire rétréci. Vous voyez, donc la clinique est fondamentale, les examens d'imagerie, on passe de l'IRM à l'épiduroscanner, à la scintigraphie, à la saccoradiculographie, voire à la ponction lombaire, avec à chaque fois ici toutes les hypothèses diagnostiques. Et donc c'est quelque chose de, bien évidemment, beaucoup plus fin, je pense. Alors, beaucoup plus... Là où on est mauvais, c'est que c'est des choses que nos maîtres auraient dû écrire il y a bien longtemps, je pense. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et donc, on a vraiment deux manières très différentes de voir les choses. Nous, on est capable de médicaliser en fait la lombalgie. Eux, soit ils l'opèrent, soit c'est non spécifique, et voilà. Et entre les deux, il n'y a rien. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en 2017, on peut encore prendre en charge de manière non spécifique les lombalgiques, comme nous le disent les guidelines américaines. Bien évidemment, ma réponse, elle va être non. Et donc là, je vais vous montrer des exemples. Là, on est loin de la science, on est à l'opposé. On est plutôt dans ce qu'on appelle l'observationnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore à l'ère de l'évidence base médecine. Néanmoins, nous, on en revient beaucoup de l'évidence base médecine. Parce que vous savez comme moi que l'EBM, c'est fait essentiellement par des non-cliniciens, voire des non-médecins souvent. C'est juste du big data, c'est du traitement du big data, mais pour la médecine. Et donc la relevance, ensuite la relevance clinique est très compliquée à évaluer. Et donc ça, c'est les patients que je vais vous montrer. C'est les patients qui avaient des critères d'inclusion pour rentrer dans des études d'évidence base médecine sur le réentraînement à l'effort. C'est-à-dire que pour un épidémiologiste ou un statisticien, ou je dirais un orthopédiste anglo-saxon, tous ces patients, c'est à peu près les mêmes. Et tout ça découlant du fameux modèle biopsychosocial, on en a déjà parlé longuement plusieurs fois, et je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà un premier patient, donc qui a 55 ans. Donc il a une lombalgie et à un moindre degré une sciatalgie. Il a une EVA lombaire à peu près à 60/100 et il est essentiellement gêné lors des changements de position et il est
amélioré par une ceinture lombaire, et vous allez voir, voilà sa radio, qu'est-ce qu'il a? C'est vrai qu'il a une discopathie L5-S1, qui est indéniable, mais il a également une discopathie 4-5 avec une instabilité et une mobilité en L4-L5 sur ces clichés dynamiques. Une mobilité qui n'est pas majeure. Et ben c'est clair, et tout à l'heure je vous referai un résumé, mais c'est clair que ces patients-là, très souvent, l'instabilité segmentaire, ils décrivent ça comment? Ils vous disent qu'ils ont des paroxysmes douloureux quand ils changent de position, quand ils rentrent dans leur voiture, quand ils sortent de leur voiture, quand brutalement ils se mettent de la position assise à la position debout. Paradoxalement, c'est très souvent des gens qui sont améliorés à la marche. Pourquoi? Ils ont une espèce de claudication à l'envers. Et pourquoi? Parce que probablement leur mécanisme de stabilisation musculaire du segment vertébral par le psoas en avant et par les spinaux se met, je dirais, en marche, et donc stabilise à ce moment-là le segment vertébral lombaire. Alors que quand il piétine, ce mécanisme n'est pas des plus performants. Tout ce que je vous dis, vous voyez, c'est absolument pas de l'évidence basse médecine. C'est uniquement de l'expérience clinique et de l'enseignement avec notamment Michel Revel. Donc, chez ce patient, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, là où ça bouge, on fait des infiltrations articulaires en se disant que puisqu'il n'y a pas que le disque, hein, il y a également les articulaires. On fait un renforcement spécifique des spinaux, puisque ce sont les spinaux qui vont le plus empêcher cette espèce de mobilité, et notamment d'antélesthésis, du travail aérobie bien évidemment non spécifique. Et à 6 mois, on avait une EVA qui était inférieure à 40, donc la chirurgie était non indiquée. Il est clair qu'un patient comme ça, alors en réentraînement à l'effort, il aurait été amélioré en fait, puisqu'on fait du travail, on travaille beaucoup sur les spinaux et sur je dirais le gainage vertébral. Néanmoins, c'est un patient à qui on est capable de dire précisément qu'est-ce qu'il a, le diagnostic qu'il a, et pas lui dire uniquement vous avez une discopathie L5-S1. Cette discopathie L5-S1 qu'il a à la radio, moi je pense que elle le gêne absolument pas, et c'est plus l'étage L4, L5. Donc là, c'est un autre exemple, vous voyez, c'est un spondylolisthésis dégénératif, hein, on est d'accord, il y a 2 types de spondylolisthésis, le dégénératif qui est lié essentiellement à une faillite articulaire postérieure, et puis celui qui est, je dirais, congénital, qui est lié en fait à une lysismique, et dans ces cas-là, il n'y a pas de lysismique, vous voyez, on voit très bien les isthmes, on les voit très bien, on voit très bien les isthmes ici, il n'y a absolument pas de lysismique à cet étage, ici peut-être, mais c'est à l'étage sous-jacent. Et ici on voit qu'on a une mobilité à l'étage L4, L5, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avant. On lui a fait le même genre de prise en charge avec un échec en fait. Et finalement, elle a eu, vous voyez, une arthrodèse 4-5, où on a fixé donc 4-5, donc vous voyez que le traitement n'est pas du tout le même que ce qu'on a vu avant. Également du réentraînement à l'effort. Donc là, c'est 2 patients avec un tableau qui est assez similaire et avec une prise en charge finalement qui, au début, est identique, mais après, en fonction de l'évolution, qui est différente. Et là, on va jusqu'à la chirurgie. Un autre patient qui pourrait très bien rentrer également dans l'évidence basse médecine des lombalgies non spécifiques, c'est ce patient qui a une scoliose, vous voyez, une scoliose thoracolombaire avec un antécédent de chirurgie au niveau L4, L5 et avec un début de dislocation sous-jacent, et qui finalement lui a été traité avec une chirurgie de correction donc de cette scoliose. Donc là aussi on est encore très loin des phénotypes que nous avons vus précédemment. Et puis tout à l'heure on a parlé du modique, donc ça aussi, on pourra en parler longtemps. Ça, c'est un papier qu'on avait publié dans Arthritis. C'est un des premiers papiers. C'était tout simplement un cas clinique. Donc là aussi, on est loin de l'évidence basse médecine. C'est un patient jeune, je me souviens très bien de ce patient, c'était un patient polynésien, footballeur semi-professionnel, on va dire, assez jeune, qui avait une 30aine d'années, et qui avait une lombalgie chronique
Alors déjà, et ça on le voit très très bien, même à l'IRM, qui est pourtant une imagerie où on n'est pas en position, on est en position allongée, mais vous voyez déjà, il a une raideur lombaire. Ça, c'est chez ces patients qui ont comme ça une raideur lombaire importante, avec une absence quasiment, il est quasiment en kyphose lombaire, hein, ce patient. C'est clair que ces gens-là, ils ont une maladie, ils ont quelque chose, c'est pas dans leur tête, c'est pas parce qu'ils veulent pas aller travailler, il y a quelque chose qui se passe dans ce rachis. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit ce fameux signal. Donc, hyposignal en T1 ici des plateaux et hypersignal, vous voyez, en T2. Et donc c'est chez ce genre, avec des disques sous-jacents qui sont de très bonne qualité. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de Scheuermann, on n'a pas de maladie des plaques vertébrales. Donc là, on est probablement dans ce que je vous disais tout à l'heure, sportif d'assez haut niveau, qui a eu des traumatismes répétés des plaques cartilagineuses. On est vraiment dans la catégorie dégénérescence discale liée en fait à une maladie des plateaux, non pas génétique, puisqu'on n'a pas de Scheuermann là, mais liée à comme les microcraques, vous voyez, dans ce qu'on appelle les microcraques dans l'os sous-chondral de la gonarthrose. Et donc ce patient, il a été infiltré, et vous voyez que je ne sais plus si c'est 1 mois après ou 3 mois après. 1 mois après, il est asymptomatique. On lui refait une IRM, c'est exactement les mêmes coupes. Vous voyez, disparition complète en fait du signal de type modique. Celui-ci. Merci. Alors, autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est également un modique. Alors, c'est un modique, vous voyez. Alors, attendez. Hop, on le voit ici avec le noir, donc, et ici en hyper en T2. Et je vais vous montrer. Je suis désolé, c'est que du T1 en fait, hein. C'est du T1 pré-op ici, et ça c'est du T1 post-op. Vous voyez, il y a l'arthrodèse ici. Ça aussi, c'est quand même impressionnant de voir que en fait, l'arthrodèse a modifié le signal. Donc c'est un argument, et c'est chez quelqu'un d'asymptomatique. C'est juste un cas clinique, hein. Mais c'est un argument fort pour dire que en modifiant la structure par l'arthrodèse, c'est-à-dire qu'on a modifié le signal, eh bien le patient va mieux. Donc c'est quand même une histoire assez médicale qui va de la lésion jusqu'au traitement, que le traitement est adapté et que le patient va mieux. C'est sûr que quand vous montrez ça à des anglo-saxons, ils n'aiment pas du tout ce genre de choses, puisque pour eux, vraiment, le lombalgique, il est non spécifique. Donc il n'y a pas de raison, il n'a pas une maladie particulière, précise, biologique. Et donc, c'est clair que là, on est loin des canons anglo-saxons. Alors, si on revient maintenant au phénotypage des patients, moi, ce que je vous propose, quand vous voyez un patient lombalgique ou lombo-radiculalgique, plutôt que de faire uniquement est-ce qu'il a une hernie discale, est-ce que c'est un canal lombaire rétréci, est-ce que c'est secondaire, et sinon, bah voilà, c'est une lombalgie non spécifique. D'abord, d'essayer de voir s'il a une instabilité segmentaire. Et à chaque fois, je vais vous montrer que entre l'examen clinique, c'est-à-dire l'interrogatoire, l'examen physique et l'imagerie, eh ben, on arrive à s'en sortir. Et finalement, je suis sûr que c'est ce que vous faites, hein. Et c'est ce qu'on fait tous. Et ça, c'est vraiment de la médecine de ville, parce qu'on les voit, et on finit par se faire soi-même, je dirais, ces diagnostics phénotypiques. Ben, l'instabilité, je vous ai dit tout à l'heure, ils ont souvent un paroxysme douloureux lors des changements de position, ils sont améliorés par la marche, ces patients, ils sont aggravés par le piétinement, et autre chose qui est fondamentale, je pense, dans l'examen physique, parce que ça aussi, ça traîne depuis un certain temps, l'examen clinique ne servirait à rien chez les lombalgiques, je pense que c'est une absurdité de dire ça. Il ne sert à rien chez les gens qui ne savent pas ce qu'ils vont chercher, c'est tout. C'est comme l'imagerie qui ne sert à rien. Elle ne sert à rien si on ne sait pas ce qu'on va chercher. Si on sait ce qu'on va chercher, l'imagerie sert énormément.
Et donc l'absence de syndrome rachidien. Ils n'ont pas de syndrome rachidien, ces gens-là. Le syndrome rachidien, ça se voit, la raideur rachidienne notamment, ça se voit essentiellement dans la pathologie discale, dans toutes les autres, qu'elles soient articulaires postérieures. Dans le canal lombaire rétréci, en général, ils ont peu de syndrome rachidien. Dans la scoliose, alors ils n'en ont jamais, ils sont très souples, ils touchent par terre le sol. Donc déjà, rien que syndrome rachidien, oui, non, ça nous fait déjà ça nous permet d'être beaucoup plus précis. Et là, qu'est-ce qu'on va faire comme radio? On ne va pas faire d'IRM, pas de scanner. Non, on va faire quelque chose de simple. C'est des radios dynamiques dans l'espace. C'est tout. Et on regarde, est-ce que ça bouge ou est-ce que ça ne bouge pas? Canal lombaire rétréci, là aussi, en général, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de syndrome rachidien. En général, c'est plutôt chez des sujets de plus de 60 ans. En général, il n'y a pas d'impulsivité. On a une claudication et les sciatalgies associées, quand même assez fréquentes, elles sont volontiers bilatérales et pluriradiculaires, à l'opposé de la sciatique discale qui est volontiers unilatérale et monoradiculaire. Vous voyez qu'avec tout ça, on a quand même beaucoup d'arguments pour pouvoir classer nos patients. Alors après, bien évidemment, l'intérêt de les classer, c'est de leur donner un traitement spécifique, si c'est juste pour dire je les ai classés. Néanmoins, vous savez comme moi que dans la pathologie rachidienne, quand on dit à un patient, au lieu de lui dire on ne sait pas ce que vous avez, tout le monde a ça, de toute façon, tout le monde a mal au dos. Mais quand on est capable de lui dire voilà monsieur, voilà ce que vous avez un étage qui bouge, vous avez le canal qui est rétréci, après on va voir d'autres exemples, je pense que déjà, le patient, il va arrêter sa quête de diagnostic anatomique et il va arrêter déjà cette quête clinique, et déjà je pense que ça l'améliore. Tout ça, vous voyez, ce que je dis, c'est pas du tout scientifique. Je vous dis je pense. Mais je crois que dans ce domaine-là, aujourd'hui, de toute façon, on en est là. Et que faire comme examen? Honnêtement, je pense que dans le canal lombaire rétréci, le meilleur examen, c'est le scanner. Pourquoi? Parce que ça nous donne vraiment la composante dure, donc la composante osseuse et la composante molle, plutôt discale par exemple, du rétrécissement canalaire. C'est pas fondamental d'avoir ça, mais c'est un examen en coupe, je dirais qu'on a quand même beaucoup plus facilement que l'IRM, qui coûte moins cher, même si l'IRM a beaucoup baissé en prix. Et honnêtement, à l'IRM, le canal lombaire rétréci, on a du mal à faire la part des choses entre la composante dure et la composante molle de la compression. Ensuite, ce qu'on a appelé, nous, la discopathie active, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est les patients qui ont mal au dos. Alors là, par contre, eux, ils vont avoir un syndrome rachidien, eux, ils ont une impulsivité parce que c'est discal. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport à d'autres lombalgies avec syndrome rachidien? C'est qu'ils ont une part inflammatoire. Ils ont très souvent un dérouillage matinal et des réveils nocturnes, ce qui n'est pas banal dans une lombalgie classique. Et ils sont sensibles aux anti-inflammatoires. Moi, ce que je fais en première ligne thérapeutique, je leur donne un anti-inflammatoire à demi-dose le soir au coucher, et je leur donne ça 7 jours par mois à peu près, comme un test, un peu comme dans la spondylarthrite. Sauf que dans la spondylarthrite, vous allez leur demander de donner pleine dose, matin et soir, au long cours, et voir si ça marche, oui ou non. Moi, je leur donne, parce qu'on est quand même dans de la lombalgie, donc le pronostic vital n'est pas en jeu, etc. C'est ce que je leur fais, et je leur explique aux patients, je leur dis, on va essayer de nettoyer cette inflammation. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas la nettoyer en vous donnant des AINS au long cours pendant des mois et des mois. En termes de bénéfice-risque, c'est trop dangereux. Donc je vais vous donner, au lieu de vous donner pleine dose, je vous donne demi-dose, c'est-à-dire juste une prise le soir. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on utilise le plus, c'est quand même maintenant le naproxène. Le problème, c'est que ça marche moins bien que le diclofénac. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est, en tout cas, au-dessus de 60 ans, je leur donne tous du naproxène. En dessous de 60, s'ils n'ont pas de risque cardiovasculaire ou métabolique, je leur donne du diclofénac parce que ça marche mieux. Et par contre, s'ils ont des risques cardiovasculaires ou métaboliques, je vais leur donner du naproxène. Mais c'est vrai que le naproxène marche moins bien. Et là, l'imagerie de suivi et de diagnostic, c'est l'IRM. Tout à l'heure, on reviendra à ça, mais en fait, c'est quasiment un biomarqueur, en fait. Dans la scoliose et tout ce qui est trouble statique du rachis, donc ça, c'est l'examen clinique, c'est la présence d'une gibbosité.
ils n'ont pas de syndrome rachidien, ces gens-là, et ils ont souvent des antécédents soit familiaux, soit personnels. Le cliché à faire, c'est pas l'IRM, c'est pas le scanner, c'est un EOS, d'accord, ou une télérachiométrie. Et donc vous voyez que c'est pas la même chose. Et là, on est toujours dans du patient qui serait du non-specific low back pain. Cinquième entité, je pense qu'il faut également essayer d'isoler, c'est ce qu'avait étiqueté, ce qu'avait appelé le professeur Revel la discopathie destructrice rapide, hein, c'était sa thèse. Et là, en fait, c'est le modique, là, et les papiers qu'on fait aujourd'hui là-dessus, c'est la suite de ça. Hein. C'est des patients qui sont jeunes et qui ont un syndrome discal évident, donc avec impulsivité, syndrome rachidien. Ils ont mal, ils sont très douloureux, et là, ça va être des radiodynamiques, cette fois-ci pas dans l'espace, mais dans le temps. Et là, j'ai pas besoin de scanner, j'ai pas besoin d'IRM. C'est des radiodynamiques dans le temps, c'est-à-dire de faire des radios et 6 mois ou 1 an plus tard, il est toujours douloureux, il est jeune, je lui refais des radios pour essayer de détecter et d'isoler une discopathie destructrice rapide. Et enfin, le dernier bloc, c'est le syndrome articulaire postérieur. En fait, c'est quoi? Si on veut résumer, c'est des gens qui ont mal au dos avec un examen physique normal, ou quasiment. Sauf en dehors du fait qu'ils ont une chronicité des douleurs, donc ils ont un enraidissement du plan sous-pelvien, des choses comme ça. Mais d'un point de vue rachidien, ils n'ont pas de syndrome rachidien, ces gens-là. Ils n'ont pas d'impulsivité. Ils sont souvent quand même, ils ont plutôt plus de 60 ans. Et toutes les mobilisations passives du rachis, en général, sont assez pauvres. Et là, l'imagerie, c'est soit pas d'imagerie, soit pourquoi pas ce que l'on fait beaucoup, nous, que l'on fait depuis plusieurs années, une tomoscintigraphie, c'est plus pour voir si on a une hyperfixation, notamment des articulaires postérieurs, pour aller les infiltrer. Mais on peut aussi faire de l'IRM, et sur l'IRM, on verra si on a une congestion. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est quand même des tableaux assez différents, avec quand même des imageries différentes. Donc je pense que alors aujourd'hui, vous voyez, c'est clair, hein, ce genre de choses, il faudrait, comme je te disais tout à l'heure, il faut l'écrire, parce que si on l'écrit pas, on est dans son coin, et puis ensuite, même si on l'utilise, s'il n'y a pas ensuite de reconnaissance, notamment au niveau international, eh bien, c'est difficile de transmettre. Ça, c'était juste pour vous montrer, c'était le papier de Spine de Michel Revel dans les années 90, justement, où ça a été un des premiers au monde à essayer de trouver des signes cliniques qui caractérisaient l'atteinte des articulaires postérieurs, et c'est lui qui a amené cette notion de non-signe, en fait. C'est-à-dire que si vous aviez 5 signes sur 7, les 7 signes, à part l'âge et l'absence d'impulsivité, tout le reste, c'était absence d'exacerbation des douleurs en antéflexion, en hyperextension, en inflexion latérale, en inflexion rotation. Ok, et ça, c'était un signe, c'était des signes, si vous en aviez 5 sur 7, vous aviez de grandes chances d'être amélioré par des infiltrations articulaires postérieures. Dernière notion que j'aimerais vous donner, c'est cette notion de biomarqueur. C'est vrai que souvent, c'est très à la mode aujourd'hui, hein. Il y a phénotype aujourd'hui à la mode, il y a biomarqueur, il y a médecine personnalisée, tout ça, c'est les mots-clés qu'il faut utiliser pour faire intelligent. Vous allez voir maintenant, j'en ai appris un nouveau, ça s'appelle la personomics. Vous savez, l'omics, c'est ce qu'on utilise en biologie. C'est le big data moléculaire, c'est-à-dire on fait du screening de tous les gènes, de toutes les protéines, c'est ce qu'on appelle du micro-array. Maintenant, on fait ce qu'on appelle de la personomics, c'est-à-dire qu'on va interroger les patients avec des batteries de questions pour ramener un maximum, c'est ce que font les GAFA en fait, hein, ce que veulent faire les GAFA type Google, Amazon, etc., et ramener un maximum d'informations sur une personne pour pouvoir ensuite les intégrer dans des clusters pour comprendre quelles vont être soit leurs maladies, quels vont être leurs comportements, commercial pour acheter telle ou telle chose, pour ensuite leur relancer sur Internet des pubs en fonction de... C'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle la personomics en fait. Ces biomarqueurs, c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui. Alors, je voulais juste
vous rappeler pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Un biomarqueur, c'est pas un marqueur biologique. Souvent, on pense qu'un biomarqueur, c'est une prise de sang, on regarde ce qui se passe, on trouve la maladie, et voilà. Non, il y a des biomarqueurs biologiques, mais il y a plein de biomarqueurs qui ne sont pas biologiques. Un biomarqueur, c'est un marqueur de l'état physiologique, physiopathologique, biologique du patient. Dans la scoliose, par exemple, le meilleur biomarqueur, c'est la taille du patient. Okay, c'est sûr que dans le diabète, c'est la glycémie ou l'HbA1c. Et ben, dans la lombalgie, c'est probablement l'imagerie. Okay, dans la polyarthrite rhumatoïde, on pourrait imaginer, alors moi maintenant j'en fais plus beaucoup, hein, mais l'échographie est une sorte de biomarqueur. D'accord ? C'est-à-dire un marqueur qui permet de faire le diagnostic, de suivre, d'orienter la thérapeutique et ensuite de suivre si le traitement est oui ou non efficace. Bah aujourd'hui, moi je pense que dans la lombalgie, les grands biomarqueurs sont l'IRM, notamment pour éliminer tout ce qui est discopathie active. Les clichés dynamiques, à la fois, je vous l'ai dit, dans l'espace et dans le temps, et ça c'est des choses qui ne coûtent pas cher. Et les grands clichés EOS, donc type télémétrie, donc les grands clichés type télémétrie ou rachimétrie ou EOS, où on peut voir les troubles statiques du rachis. Mais pour ça aussi, nous on a appris ça aussi avec Michel Revel, énormément, il faut être honnête, au contact des chirurgiens. Parce que malgré tout, les chirurgiens, ils ne sont pas non plus complètement débiles. Ils vont opérer des gens quand ils sont quand même, à part quelques-uns, mais assez sûrs que c'est cette structure qu'il faut opérer. Alors eux, là où ils sont forts quand même, c'est dans les troubles statiques du rachis, et c'est les gens de Bordeaux qui ont fait ça énormément, Jean-Marie Vital notamment, et ça c'est intéressant. C'est des choses, je pense, qu'il faut qu'on intègre, nous, dans notre... C'est clair qu'une perte de la lordose lombaire, c'est un signe de gravité dans la lombalgie, et qui a vraiment une atteinte structurale, par exemple. Et donc, tout ça pour dire que bien évidemment, on intègre aussi les chirurgiens, on les enlève pas du tout de notre prise en charge et de notre réflexion. C'est pour ça que nous, on a, pour tous mes collègues avec qui on a été co-interne, on a un staff qu'on appelle un staff du rachis, où on a des chirurgiens et des rhumatologues, des médecins de médecine physique, des radiologues. Donc les traitements, on ne va pas revenir dessus, mais en fonction de ce qu'on a pu, je dirais, sériés par les phénotypes, ben on va avoir des traitements qui vont être des infiltrations, mais qui seront dans certains cas peut-être des infiltrations plutôt intracanalaires, si on est dans le canal lombaire rétréci, ou alors articulaire postérieur, ou alors au niveau du disque. Le renforcement des spinaux, ça c'est pour l'instabilité. L'ouverture du canal, ça c'est de la rééducation. Et puis après la chirurgie aussi, c'est pas la même chose. Une chirurgie d'ouverture du canal, c'est pas la même chose qu'une chirurgie de stabilisation d'un étage. Voire les deux, parfois on est obligé d'ouvrir le canal et de stabiliser. Et puis les traitements non spécifiques, ça vous les connaissez avec le modèle biopsychosocial. Là, cette fois-ci, c'est le réentraînement à l'effort. Ça, c'est du non spécifique. Mais vous voyez qu'au-dessus, on a quand même toute une batterie. Alors là, j'ai encore deux petits chapitres, mais beaucoup plus petits, mais c'est plus pour vous montrer vers où peut-être on essaye d'aller, et vers où les anglo-saxons, parce que malgré tout, hein, ils se posent les mêmes questions quand même, eh bien peut-être qu'il faudrait essayer de phénotyper les patients, sauf qu'eux, ils ne vont pas du tout dans ce sens-là. Ils vont dans le sens du phénotypage, mais ils veulent les phénotyper en fonction, en gros, de leur statut psychologique et de savoir s'ils sont paresseux ou pas. Hein, c'est un peu ça. Ils n'ont pas entièrement tort. Bien évidemment, ça, il faut l'intégrer. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, ça, c'est un papier qui était dans Arthritis and Rheumatism. Ils ont en fait développé une échelle, vous voyez, de 1 à 9, et à chaque fois qu'on biffe agree, on a 1, en tout cas de 2 à 9, et tout en haut, si on est very much ou extremely, c'est-à-dire est-ce que vous avez été très gêné dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler à cause de votre lombalgie, si c'est beaucoup ou extrêmement, à ce moment-là, on a un point. Et en fait, ils ont fait un cut-off à 4, et ils montrent que ce cut-off à 4, en fait, c'est vraiment un biomarqueur pour montrer que si on est au-dessus de 4, eh bien, on est un sous-groupe de patients probablement à risque d'être chronique et de chez chronique. Et donc ensuite, ils ont fait un essai dans le Lancet où ils ont comparé en fait 2 groupes. Un premier groupe où c'était un groupe contrôle où ils avaient,
Vous voyez 30 minutes d'évaluation et de démonstration d'exercices avec un kiné, des conseils et des séances supplémentaires à la discrétion du kiné. Et ça, quel que soit le patient. Et puis ils ont eu un groupe intervention où là, avec l'aide de cette échelle, ils les ont stratifiés entre patients à haut risque, moyen risque et faible risque de chronicisation. Et donc, en fonction du risque, vous voyez, faible risque, risque moyen et risque important, eh bien, ils avaient une prise en charge de plus en plus lourde. Et ils montrent très bien, alors en haut à gauche, ça c'est tous les patients, ça c'est les mois, ok, et ça c'est le Roland-Morris, c'est un indice fonctionnel en fait. En bleu c'est le groupe contrôle, en rouge, vous voyez, c'est le groupe intervention, et ici c'est la stratification. Et ils montrent en fait que s'ils prennent tous les patients, il est clair que quand vous êtes dans le groupe contrôle, eh ben, vous évoluez moins bien que quand vous êtes dans le groupe intervention. Et après, si on prend groupe par groupe, stratifié, ben, il est clair que dans chaque groupe, en fait, la stratification en fait, améliore le patient de manière fonctionnelle, de manière significative. Ça veut dire que quand on adapte la prise en charge, c'est-à-dire on va plus le patient a des risques avec cette grille d'être chronique de chez chronique, et ben plus on va avoir une prise en charge lourde. Et ça nous va bien, parce qu'on ne peut pas faire du réentraînement à l'effort à tous les patients, c'est pas possible. Et il faut probablement, au sein du réentraînement à l'effort, faire plusieurs catégories. Et en termes de coût efficacité, il montre très bien également un gain évident dans les trois sous-groupes, puisqu'il est clair qu'on adapte la lourdeur du programme et donc le prix du programme à la lourdeur du patient. Il y a le même genre de choses qui avait été fait avec un autre biomarqueur tout simple, c'est l'obésité. L'obésité, c'est clair que si vous êtes obèse, eh ben, vous avez plus de chances d'avoir un moins bon résultat du traitement médical et un moins bon résultat du traitement chirurgical. Ça aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut leur dire de maigrir. C'est clair, c'est pas ça qui va guérir la lombalgie. Hein. Mais il est clair que s'ils ont un BMI inférieur à 30, eh bien, ils ont plus de chances d'être améliorés par le traitement médical ou chirurgical. C'est une autre façon de voir les choses. Et en conclusion, je finirai par ça, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu de la provoque, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi phénotyper les médecins ? Et ça, on a fait plusieurs papiers dans les années 2000 où on a, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça chez les rhumatologues, les médecins du travail, les généralistes. On est allé, en fait, les interviewer et tester leurs croyances vis-à-vis de la lombalgie. Et on s'est aperçu, chez des lombalgiques aigus, le facteur qui expliquait le plus le passage à la chronicité des patients, c'était pas la lésion, c'était pas la clinique du patient, c'était les fausses croyances que le médecin avait vis-à-vis de la maladie. Et donc ça, on l'a fait, je vous dis, chez aigu, subacute également, donc subaigu, et on l'a fait à la fois rhumato, médecin du travail, et on a les mêmes résultats, hein, on n'a pas de... Les pires étant les médecins du travail. Là, je le dis, parce que je pense qu'il n'y a pas de médecin du travail. Sinon, je ne le dis pas. Et donc voilà, donc le phénotypage des patients par la lésion, on en a parlé. Et les derniers, c'est juste des slides. Il y a aussi, j'en ai pas parlé là parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a toute une chose qui est très intéressante, c'est phénotyper les patients lombalgiques qui ont eu une chirurgie. Je pense que ça aussi, c'est encore un autre domaine, essayer de comprendre pourquoi les patients... alors qu'ils ont eu une chirurgie, quelle qu'elle soit, une chirurgie discale ou de stabilisation, pourquoi ils ont toujours mal? Et là aussi, il faut avoir le même raisonnement. Et pas seulement le chirurgien qui dit « Ah ben moi, tout va bien, la radio est belle », et le médecin qui dit « Vous avez été opéré, maintenant c'est bon ». Non, il faut réfléchir. Là, je vous donne un exemple simple, c'est la lombalgie post-dissectomie, parce que ça, on en voit beaucoup. Typiquement, la plupart du temps, dans 90% des cas, ils ont un modique en fait. Et ils ont un disque hyperactif. Ces gens-là, il faut les suivre, il faut voir comment ils vont. Et au bout d'1 ou 2 ans, s'ils vont pas bien, il faut les arthrodéser. Parce qu'ils vont mieux. Okay ? Et le dernier, c'est ça aussi dont on oublie très souvent, c'est ces lombosciatiques qui sont opérés, qui ont eu une dissectomie, et qui, après la chirurgie, assez rapidement récidivent. Alors souvent, ils récidivent pas au même... l'idéal, c'est quand ils récidivent, mais je dirais à l'étage
C'est pas une lombosciatique, ça devient une lombocruralgie, par exemple. Mais regardez bien les foramens, quoi. Quand on va gratter le disque, c'est clair qu'on ferme les foramens. Et donc ça ferme les foramens à droite ou à gauche. Et là, on le voit très bien sur la radio, avec une fermeture en post-op du foramen. Et ben dans le foramen, on a des racines qui passent et donc il faut l'écouter, le patient, parce que souvent, il a quand même assez raison. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu long, excusez-moi.